Mais bon, moi, je travaille, c'est pas mon dada la toxine. Par accident, j'étais amené à travailler sur avec le système nerveux. C'est un truc qui me titillait depuis quelques années quand même, ça m'énervait, donc, mais autrement, je ne joue pas avec la toxine. Est-ce qu'il y a ce plasmide géant, là, est-ce qu'il nous indique une source de cette toxine autre que d'où ça viendrait cette affaire? Alors, il y aurait un ancêtre commun entre Mycobacterium ceans et Mycobacterium marinum, d'accord? Et la différence, c'est que Mycobacterium ceans aurait gagné ce plasmide. Alors, ce plasmide pluvien, apparemment typicitaire, on ne sait pas trop, mais on sait que les polykétides, il y a beaucoup de micro-organismes à produire ces toxines. Voilà. Mais ça serait un échange, un transfert de plasmide. D'où il vient, ça, on ne sait pas. Voilà. Donc, je discute avec lui. Dans le cycle, est-ce qu'il est montré que... Là, j'ai bien compris qu'il y a une première étape qui est montrée, c'est-à-dire qu'on a une punaise d'eau infectée qui transmet clairement la mycobactérie à un autre, par exemple une souris, c'est un modèle expérimental. Est-ce que cette souris étant infectée maintenant, est-ce qu'une punaise d'eau non infectée peut continuer le cycle vers un deuxième hôte? Non, je ne pense pas. Enfin, est-ce que c'est testé oui non? Est-ce que si non, c'est testé, ça donne quelque chose? Je ne l'ai pas fait parce que il est peu probable qu'une personne qui lésion se fasse repiquer au même endroit par parce qu'en plus, déjà c'est la probabilité de rencontre de la punaise au même endroit, et j'ai remarqué que la punaise aquatique ne piquait pas n'importe quoi. Il fallait que les tissus soient entre guillemets en bon état. Donc je pense que c'est très important, elles sont très capricieuses et très difficiles ces punaises. Donc je pense que non. Alors peut-être que la personne pourrait contaminer l'environnement avec sa plaie et que la bactérie se redépose sur des végétaux et colonise des végétaux, etc. Et encore j'ai des doutes. Pour moi, aller chez l'homme, pour la mycobactérie, pour aller chez l'homme, c'est une voie sans issue, c'est une erreur. Elle n'a rien à y faire. Voilà. Elle a rien à y faire. Autant le BK il se multiplie dans les poumons, on voit bien, il y a une transmission d'homme à homme. Là, il n'y a pas de transmission d'homme à homme. Il y a déjà vu patient, c'est juste une question clinique, parce que j'ai vu patient, il y a des adénopathies satellites de ces cancers ou pas? Il y en a. La maladie d'inoculation. Ouais, ça commence à être décrit. On retrouve même quelques bactéries dans les nodules. Voilà. Donc ça commence à être étudié là. Parce que jusqu'à maintenant, on croyait que c'était une bactérie qui ne diffusait pas et on commence à remarquer qu'elle monterait par le système lymphatique, etc. Et justement, c'est au niveau de ce système lymphatique où tout se ferait au niveau de la modulation de la réponse immunitaire. Ça empêcherait la maturation des cellules. Et la punaise, elle se contaminerait entre guillemets comment? Dans ce système-là, elle est un vecteur. Moi, je pense qu'elle est un autre important. Elle permet aussi la sélection des souches mycobactériennes, c'est-à-dire que seules les souches qui produisent la mycobactérie peuvent la coloniser. Donc je pense que ça servira à un filtre à mycobactéries de sélectionner que les mycobactéries qui peuvent produire cette toxine. Elle se contamine comment? En fait, dans l'environnement, on a remarqué qu'il y a énormément de choses qui peuvent porter mycobacterium, les poissons, les larves de moustiques, les larves de plein de choses. Mais aucun de ces animaux aurait un relais en transmission. Et c'est en mangeant ces animaux que la PS se contaminerait. Les poissons, les larves de libellules, de moustiques. Voilà. Et pas par contact direct avec la plante, parce que moi j'ai fait des contacts directs plus aquatiques, plantes aquatiques, il n'y a jamais eu de passage. Et physiquement, c'est une question peut-être mineure, mais comme je ne connais absolument pas cette punaise, je peux le découvrir aujourd'hui. Physiquement, je dirais le conduit la rostre de la punaise est suffisamment large pour physiquement faire tomber. Mais c'est le passage avec mycobactéries, je veux dire. Ah oui, le diamètre. Ah oui, parce que moi, là, je ne vais pas tout montrer parce que j'ai fait, on a fait des coupes histologiques qui a consisté à faire des coupes sagittales jusqu'au rostre, jusqu'au rostre, et on a remarqué la présence de la bactérie dans les canaux salivaires, et on a même des photos où on montre que ça sort du rostre. Hein. Voilà. Donc il n'y a aucun problème. Et donc les souches, c'est les souches mycolactone moins ou c'est les souches plasmine moins qui sont... Alors, il n'y a pas de souche plasmine moins. À chaque fois qu'on a trouvé des souches qui, en jouant au laboratoire, en compliquant et en ayant des mutants, elles ne perdent pas le plasmide. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des transposons, enfin des séquences qui sont présentes dans le plasmide et qui bougent sans cesse. Et donc on ne perd pas le plasmide, c'est que la séquence se met au niveau d'un gène important, enfin codant pour une enzyme, voilà. Donc il n'y a pas de perte de plasmide. Et justement, ce que vous pouvez faire typicitaire, c'est récupérer ce plasmide et le mettre chez Marinum. Mais il n'arrive pas, apparemment il est trop gros pour aller chez Marinum, il arrive plus à mettre des morceaux de plasmide. Donc la toxine aurait un rôle dans la colonisation de plantes solaires, clairement. Ah oui, non, pour moi, oui, parce que j'avais infecté ces punaises aquatiques avec différentes mycobactéries, Marinum évidemment, parce que c'est la plus proche, c'est jamais rien passé, hein. Dans nos conditions, peut-être que je me trompe, mais dans nos conditions. Mais c'est quand même bizarre qu'un rivière puisse aller dans les glandes salivaires et que tout le monde puisse y aller, quoi. Enfin, je veux dire, c'est comme le musique est plus plasmodien, mais ça reste assez... Non, les gens danger. Pas de question.
Hein? On a été initié. Alors non, non. Alors on a une hypothèse que les cellules d'insectes étaient insensibles à la toxine. C'est-à-dire que quand on pouvait ajouter la toxine, les cellules d'insectes ne mouraient pas. Donc c'était notre hypothèse. Donc on a pris des cellules d'insectes, même issues de ces insectes-là, on les a mises en culture ou au moins maintenues en culture. On a ajouté des quantités de toxines dessus et la toxine a un effet cytotoxique sur les cellules d'insectes exactement comme ces cellules de mammifères. Il n'y a pas de différence. Donc on s'est dit, c'est que chez les insectes, il y a un autre phénomène qui explique qu'il n'y a pas de lésion tissulaire. Donc les deux hypothèses, c'est la toxine n'est pas synthétisée ou la toxine est dégradée. Voilà. Mais comment peut-être vérifier ces hypothèses? Alors, alors justement, ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est de développer un outil qui nous permettrait de détecter la toxine, genre par exemple un marquage, un système anticorps, mais c'est à ta mère, pour voir est-ce que la toxine est produite ou pas au niveau des glandes salivaires, et aussi c'est faire le transcriptome. Regarder, c'est rechercher les ARN correspondant aux polypeptides qui sont les enzymes qui jouent un rôle dans la synthèse de la toxine. Voilà. Et la deuxième, donc pour notre deuxième hypothèse, c'est prendre des enzymes commerciales et ajouter, enfin en particulier certainement, on pense à des estérales, des choses comme ça, et voir en présence de ces enzymes si la toxine est dégradée ou pas. Si elle est dégradée, après aller rechercher ces activités-là chez l'insecte, dans les glandes salivaires. Voilà. C'est possible directement rajouter un peu de salive sur la toxine? Si, mais le problème c'est qu'en fonction du type d'enzyme recherché, on ne sait pas quel temps prend. Parce qu'on a montré qu'il y a certaines enzymes où on sait qu'elles existent chez les insectes, donc on a pris ça, on a fait ça en contrôle positif, et en fait notre contrôle positif était négatif parce qu'on n'était pas dans le bon tampon. Donc en fonction de la famille d'enzymes qu'on recherche, c'est pas du tout les mêmes conditions. Donc on a déjà fait, on n'a rien trouvé. Peut-être que cette enzyme n'existe pas, mais notre expérience n'était absolument pas valide. Moi je conseillerais de chercher 3 compagnons, déjà un moitié, un œuf, un médicament. Voilà. Histoire de rien rater. Non mais après, après il y a des quantités, mais on y pense. Et ça, c'est avec Stéphane Canan, ici, qu'on a fait ça. Que l'on essaie de faire ça. D'autres questions? Non? Merci beaucoup. Alors, Merci de l'invitation.